L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast. L'Econocast, c'est votre rendez-vous quasi mensuel, on va dire ça comme ça, dans lequel on fait un petit peu le topo de concepts de base autour de l'économie et de la finance. Un podcast que je réalise et que je présente avec mon ami Mickaël Vincent. Salut Mickaël. Salut Fasquille et bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler d'un sujet assez vaste, mais on va pas rentrer trop dans le détail pour cet épisode. On va parler de fiscalité. On a vu sur le forum qu'il y avait des questions concernant les différents types d'impôts. On connaît l'impôt sur le revenu, on connaît l'impôt sur la société, il y en a peut-être d'autres. On sait pas trop à quoi ça sert et dans quelle mesure, combien ça pèse dans le budget d'un État par exemple. Et puis tout le système de consentement à l'impôt avec les différentes taxes, les cotisations, tout ça. On va revenir en détail sur le sujet, mais comme je le disais, on va pas non plus être exhaustif parce que c'est un sujet assez vaste et puis surtout c'est un sujet qui est pas global en fait. Oui, tout à fait. Donc on va surtout se concentrer sur les impôts liés aux contribuables et tout ce qui est fiscalité de l'entreprise, on va pas trop l'aborder. Ça pourrait faire un sujet à part entière. Puis on va notamment aussi d'autres sujets comme intéressants comme l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale ne sera pas abordé. On va rester sur un propos introductif par rapport à la fiscalité du contribuable. Alors on va commencer comme d'habitude avec une petite définition impôt scolaire. L'impôt est une somme d'argent que les citoyens et les entreprises doivent payer à l'État pour financer les dépenses publiques telles que les dépenses militaires, les dépenses sociales et les infrastructures. Les impôts sont généralement calculés en fonction des revenus ou des bénéfices des contribuables et ça c'est la définition ChatGPT. Tu voulais absolument caler du ChatGPT dans cet épisode, hein. Oui, pour montrer aussi que la définition de ChatGPT est pas forcément géniale. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas de l'impôt, c'est que c'est effectivement les prélèvements obligatoires effectués par voie d'autorité par la puissance publique pour financer ces dépenses. Alors, décomposons un petit peu tout ça. À quoi ça sert l'impôt? Parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose. Eh bien, effectivement, à quoi ça sert cet argent prélevé par la puissance publique? Souviens-toi de l'épisode 1, déjà, il y a plus d'un an, sur le PIB. On y parlait de William Petty. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Tout à fait. Donc, William Petty, c'est celui qui avait un petit peu commencé à essayer de mesurer le PIB pour justement comparer le PIB à la dépense publique. Et en fait, donc, il avait créé cette mesure un petit peu de la dépense publique par rapport au revenu national avec la création du PIB, justement pour justifier le fait qu'il considérait qu'il y avait trop de taxes. Donc déjà, c'est quelque chose qui date un petit peu. Et on se souvient qu'en fait, à l'époque, il était contre ces taxes parce que ces taxes étaient utilisées notamment pour financer les guerres. Les guerres anglo-néerlandaises au fin XVIIe siècle. Donc c'est intéressant, je remets un petit peu en perspective par rapport au fait que oui, un des éléments principaux, à quoi ça sert finalement les impôts, pendant longtemps c'était surtout pour financer les guerres et aussi la protection des concitoyens via un système de police ou de défense. Donc la première dépense principale, historiquement, c'était plutôt une dépense liée à la guerre et à la protection des citoyens. Puis heureusement, ceci a un petit peu évolué avec le développement bien sûr des États. De plus en plus, l'impôt a servi à financer d'autres facteurs de dépenses, notamment les services publics pour faire évoluer la population et les besoins des concitoyens. On a vu de plus en plus de dépenses associées à l'éducation ou aux soins, comme on entend beaucoup de politiciens. Les impôts, ça sert à payer nos écoles et nos hôpitaux, mais pas que, aussi avec le développement de la révolution industrielle, etc. Des investissements sur des infrastructures. Faut quand même rappeler que au 19e et au 20e siècle, beaucoup des entreprises nationales étaient des entreprises publiques, les banques, les routes, les trains, les infrastructures. Et puis plus récemment, avec une émergence aussi de l'État-providence et quelque part aussi d'une réaction face aux guerres qui ont été aussi très dures pour les populations, un objectif plus redistributif
espérait de gommer les inégalités, avec notamment l'apparition d'allocations, des allocations familiales comme ou le RSA, ou l'assurance chômage, la retraite par répartition, qui est aussi un sujet très actuel. On va y revenir, mais en gros, les impôts, ça sert à quoi? Pendant longtemps, ça a surtout servi aux fonctions régaliennes et notamment la protection et les guerres. Ensuite, de plus en plus, les services publics, l'éducation, les soins, des dépenses d'infrastructures, les grandes entreprises, les banques, les ponts, les routes, etc. Et puis, à terme, de plus en plus, une idée redistributive, gommer les inégalités. Alors, tu dis qu'au fil de l'histoire, on a dépensé de plus en plus au niveau des services publics, des investissements, des infrastructures, etc. Mais donc, ça veut dire qu'on a aussi augmenté l'impôt, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que les taux d'imposition étaient en fait très faibles. En général, ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire, c'est la moyenne des impôts payés sur le revenu national. Et par exemple, en France, le taux de prélèvement obligatoire, il est passé de 15% en 1945, ce qui était déjà élevé. Avant la Première Guerre mondiale, on était sur des taux à un chiffre. Et aujourd'hui, il est proche de 45% en France. Donc effectivement, les dépenses, en tout cas, et l'équivalent de prélèvement sur la richesse nationale a augmenté considérablement au cours de l'histoire. Aussi parce qu'il y avait donc plus de vecteurs de dépenses, puisque on attendait plus de la puissance publique. Mais j'aimerais aussi signaler une chose, c'est que ce taux tend à stagner. Donc je disais 45% aujourd'hui, il était de 42% dans les années 90. Ouais. Donc s'il y a une tendance à se dire qu'on attend toujours plus de l'État, il faut savoir que le taux de prélèvement a plus ou moins stagné et donc, à recette égale, il y a parfois des coupes qui sont faites sur les dépenses qui existent déjà en fait. D'accord. Alors, comme je triche, je lis dans la conduite et je vois donc qu'il y a 3 paramètres essentiels qui permettent de caractériser un impôt. Tu parles d'assiette, tu parles de taux et tu parles de modalité de recouvrement. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer tout ça et en quoi ça constitue l'impôt? Alors, quand on parle d'impôt, on parle d'abord effectivement d'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'est tout simple, c'est le montant auquel s'applique un taux d'imposition ou de taxation. Donc, c'est finalement ce sur quoi se base la collecte. Par exemple, pour l'impôt sur le revenu, c'est tes revenus, ou pour les impôts sur les sociétés, c'est les bénéfices de la société. Le taux, ça c'est un concept qui se comprend bien également, c'est finalement le pourcentage de l'assiette de l'impôt qui est collecté par l'État. Donc pour l'impôt sur le revenu, ça peut aller de 0 à 41% en France. Pour l'impôt sur les sociétés, c'est en général un tiers des bénéfices de la société. Et enfin, reste le recouvrement. C'est finalement la méthode de perception de l'impôt. Par exemple, l'impôt sur le revenu t'oblige un petit peu à remplir une déclaration fiscale, alors que la TVA est collectée directement par les vendeurs, là où tu vas faire tes achats. Alors on l'a dit en ouverture de ce podcast, on va se concentrer principalement sur les impôts aux personnes. On parle de quoi dans ce cas-là? Il y en a 3 principaux et je me base sur l'exemple français, mais laisse-moi te reposer la question par rapport aux impôts que toi tu payes aussi au jour le jour. Qu'est-ce qui te semble comme ça d'instinct l'impôt le plus important, le premier auquel tu penses? J'ai envie de dire celui qui me concerne directement, l'impôt sur le revenu. Je vais être franc avec toi, moi c'est ce que j'aurais dit aussi d'instinct. L'impôt le premier auquel on pense, c'est l'impôt sur le revenu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 impôts principaux payés par les contribuables, l'impôt sur le revenu finalement c'est le 3e. D'accord. En termes d'importance. Alors si vous voulez les chiffres, par exemple, j'ai des chiffres qui datent un peu, mais autour de 2015, la recette en milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, c'était 70 milliards. D'accord. En fait, le premier impôt, celui qu'on paye le plus en tant que concitoyen, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect qui est, je le disais, collecté directement par les entreprises, les entreprises qui vendent. Et là, dans les chiffres que tu donnais tout à l'heure, on était à 141 en fait, 141 milliards. Plus du double, du double de l'impôt sur le revenu, donc c'est quand même important. Et entre les deux, à hauteur à peu près de 100 milliards, on a la CSG, la contribution sociale généralisée. Alors juste pour préciser quand même, parce que ça a son importance, on a défini tout à l'heure recouvrement, taux, assiette fiscale. Dans la méthode de prélèvement, il y a des grandes différences entre ces 3 impôts, et c'est peut-être pour ça qu'on pense d'abord à l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est visible. C'est un impôt direct avec une démarche active. Il faut faire sa déclaration. Alors que la TVA, c'est un impôt indirect qui, lui, est directement collecté par les entreprises. La CSG aussi, on n'y pense pas forcément tout de suite parce que c'est un impôt, certes direct, mais il est invisible parce qu'en fait, il est prélevé à la source.
Alors il y a une différence qui est parfois un petit peu difficile à faire, en tout cas pour moi, alors je ne vais probablement pas être le seul, mais entre les impôts et les taxes en fait. Alors on a parlé jusqu'à maintenant surtout d'impôts. La taxe, elle est plutôt liée à une prestation de service spécifique. Donc l'impôt est collecté de manière un peu indifférenciée et peut être utilisé par les gouvernements pour un peu toutes les dépenses. L'impôt n'est pas forcément dédié à une dépense particulière, alors que la taxe, elle vient plutôt rémunérer le fonctionnement d'un service public ou d'une fonction. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des taxes sur le tabac par exemple qui va servir à des dépenses de santé ou des choses comme ça, ou par exemple les taxes douanières qui sont liées au fait de rémunérer la douane qui fait son travail de contrôle aux imports et exports. Mais alors tu disais tout à l'heure que l'impôt avait quand même une notion de rendre service d'une certaine manière, enfin un service qu'on rend à la communauté. Le service rendu par la TVA, c'est quoi en fait? Eh ben c'est l'exception qui confirme la règle. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que son nom indique, est un impôt et pas une taxe. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'en dehors de tout ce qu'on vient de voir, il y a d'autres concepts importants liés à la notion de fiscalité? Alors, on a vu un petit peu la différence entre impôt direct et impôt indirect. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des pays d'Europe, les États ont eu plutôt tendance à privilégier les impôts indirects parce qu'ils sont moins visibles, moins intrusifs, et donc il y a un peu plus de consentement parce que il y a moins de grogne par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est finalement la TVA qui est le principal axe pour lever l'impôt en France notamment, mais c'est pareil dans pas mal de pays. Il y a une autre dimension que impôt direct ou impôt indirect qu'il faut tenir en compte, c'est, vous avez peut-être déjà entendu, sont les impôts proportionnels face aux impôts progressifs. Et là aussi, c'est l'une des principales différences entre la TVA et l'impôt sur le revenu. L'impôt proportionnel, tout le monde paye la même chose, c'est-à-dire que le taux d'imposition, par exemple, sur un bien de consommation en Belgique, c'est 21%, en tout cas le taux le plus haut de la TVA. Et donc, quoi que vous fassiez, vous allez payer 21% sur ces dépenses-là. Alors que l'impôt sur le revenu, lui, il est progressif, et donc ça veut dire que le taux augmente quand l'assiette augmente avec. Donc, plus vos revenus sont importants, plus vous allez avoir un taux d'imposition important, et en France, qui va jusqu'à 41%. Et donc, c'est intéressant parce que selon à qui on demande, si on est de gauche ou de droite, c'est quand même encore un clivage assez important. À droite, par exemple, on a plutôt tendance à dire que la TVA est un impôt juste parce qu'il est proportionnel, donc il s'applique de la même manière à tout le monde, alors qu'à gauche, on dit plutôt que c'est l'impôt sur le revenu qui est l'impôt le plus juste puisqu'il est progressif, et donc plus on gagne, plus on va contribuer. Donc je laisse bien évidemment le point de vue à la sagacité de nos auditrices et nos auditeurs, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement un impôt comme la TVA, qui du coup en proportion du revenu peut être le plus injuste sur les classes populaires, dans la mesure où l'essentiel du revenu pour ces gens-là est dépensé et donc part en impôts, ce qui est moins le cas quand on commence à être un petit peu moins modeste dans ses revenus, et où effectivement, proportionnellement parlant, on va payer beaucoup moins de TVA en fait. Alors on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais c'est vrai qu'il y a un aspect historique malgré tout à cette notion de fiscalité, et ça remonte très loin puisqu'on peut remonter carrément à l'Antiquité en fait. C'est presque aussi vieux que la société, puisqu'à un moment donné, quand on met des choses en commun, il faut avoir des moyens de fonctionner. Et donc, on retrouve déjà en Chine, dans la Grèce antique, dans l'Empire romain, une fiscalité associée au territoire qui va alimenter un trésor public, qui peut parfois être tout simplement le trésor de l'empereur, et qui permettra la vie de la cité. Et notamment, on revient à ce qu'on disait un peu au début, financer les guerres et financer la défense du territoire. C'est une situation qui va perdurer en fait jusqu'à assez tard, jusqu'au Moyen-Âge, notamment en Europe, où la fiscalité, elle est liée au seigneur et aussi à la religion. Et l'impôt pour les personnes les plus modestes pouvait être aussi payé en nature, tout simplement, avec le travail ou le fait d'aller participer à la guerre. Forward, arrivons à la Révolution française. Alors, dans la question qu'on a relevée sur le forum, il y avait aussi la question de consentement à l'impôt qu'on a un petit peu touché. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Révolution française, avant tout, c'est une opposition à l'impôt. Ça part de là, et donc les États généraux commencent avec l'idée que les citoyens payent trop d'impôts et qu'il va falloir faire donc la révolution et changer le pouvoir en place. Mais en fait, cette tendance, on la voit assez régulièrement, si tu prends sur les 10 dernières années en France, le mouvement des pigeons, le mouvement des bonnets rouges, le mouvement des gilets jaunes, tous ces mouvements ont commencé face finalement à une opposition à un impôt ou à une nouvelle taxe. Donc finalement, si je comprends bien, l'impôt de manière générale, il était assez faible pendant une bonne partie de notre histoire, jusqu'au moment où on arrive à la Première Guerre mondiale.
Exactement, la Première Guerre mondiale, qui n'est pas sans conséquences, bien évidemment, verra naître véritablement en France l'impôt progressif sur le revenu. On a bien compris que la création d'un impôt, c'était pas très populaire et qu'il y a eu pas mal de révolutions et de grognes tout au long de l'histoire contre l'apparition de nouveaux impôts. Et donc on s'imagine bien qu'un peuple qui fait la révolution de 1789 contre l'impôt, ça va prendre un peu de temps à s'installer. Et il faut vraiment finalement l'impulsion de la Première Guerre mondiale pour voir la création par Joseph Caillaux en 1914 de l'impôt général sur le revenu, alors qui reprend quelques-uns des petits impôts existants jusque-là, mais il se fera véritablement voter en tant que tel en 1914. Et très rapidement, cet impôt progressif va connaître sa tranche la plus élevée de son histoire, 10 ans plus tard, en 1924, puisqu'elle va atteindre 90%. Ah oui. Et là encore, on y voit encore une logique, c'est qu'il faut payer les dettes de guerre. Donc, finalement, la Première Guerre mondiale a été le pied dans la porte pour enfin créer une fiscalité. Et moi, je sais pas ce que t'en penses, mais de réaliser que on paye la TVA, on paye l'impôt sur le revenu, etc., mais qu'en fait le véritable impôt tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a qu'un siècle sur notre histoire, moi ça m'a quand même assez épaté. Ouais, je pensais que ça datait d'avant ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi c'est très très lié à la guerre quand même depuis le début. On se rend bien compte que il y a vraiment un lien indéniable. Alors on parle d'un impôt qui atteint 90%, ce qui est quand même pas rien, mais en fait ça concernait à l'époque pas grand monde. Oui, parce qu'en fait dans les années 30, la proportion de foyers imposables oscillait entre 10 et 15% de la population. Donc certes un impôt sur le revenu qui pouvait atteindre des taux assez importants, mais qui concernait une minorité de personnes. L'impôt finalement ça ne concerne toujours pas grand monde à l'époque. Il faudra attendre 1954 pour voir la création de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc par exemple, en 1951, à la veille de la création de la TVA, on compte uniquement 2,5 millions de foyers qui sont imposables, mais bien évidemment, comme on l'a décrit avec la TVA et sa création, tout le monde va payer la TVA puisque tout le monde va acheter des biens de consommation tous les jours, et donc ça va d'un seul coup démocratiser quelque part, est-ce que c'est heureux ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on va démocratiser complètement l'impôt qui là, d'un seul coup, va concerner absolument tout le monde. Et puis la Sécu, c'est plus tard encore. Oui, alors là, on a parlé aussi de la CSG, qui, rappelons-le, constitue quand même le deuxième impôt le plus important sur les contribuables. Donc CSG, la contribution sociale généralisée, elle est ultra récente puisqu'elle est créée le 18 décembre 1990. Elle participe, comme tu l'as dit, au financement de la sécurité sociale et depuis 2018 également de l'assurance chômage et aussi un petit peu des retraites, qui est un sujet très actuel. Alors la CSG, quand on demande un petit peu... D'ailleurs, j'aurais pu te poser la question, on se dit, c'est les cotisations sociales. Alors justement, il faut pas confondre la CSG, qui est une contribution sociale généralisée, c'est un impôt. Il faut pas les confondre avec les cotisations sociales patronales et salariées. À la base du système de répartition français, à la base de la Sécu, assurance chômage, etc., il y a des cotisations qui sont payées en partie par les patrons, en partie par les salariés, et ça va directement contribuer à une caisse qui va servir, les différents domaines de la sécurité sociale. Sauf que, déjà à l'époque, ce système-là était un petit peu en déficit, et donc c'est à la fin de l'année 90 qu'est créée cette contribution sociale généralisée, qui est un impôt, et qui va venir en plus de ces cotisations pour essayer de boucher les trous. Alors évidemment, quand on pense impôt, on pense aussi inégalité. Les inégalités, ça serait probablement un sujet d'épisode à part entière parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Donc on a choisi de pas trop creuser le sujet cette fois-ci. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester et puis on envisagera éventuellement de faire peut-être un petit épisode sur le côté pour parler un peu de toutes ces notions autour des inégalités par rapport à l'impôt. Et Mickaël, je propose qu'on fasse un petit peu un comparo. On l'a hinté tout à l'heure dans l'intro du podcast. Il y a effectivement une problématique par rapport à la fiscalité, c'est qu'elle est très variable d'un pays à l'autre, et on a souvent tendance à penser que le pays dans lequel on vit est celui qui taxe le plus. En l'occurrence, moi je suis en Belgique, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que en Belgique on est quand même super taxé. Alors qu'en est-il ailleurs dans les autres pays? Comment est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut comparer même déjà? Alors rassure-toi, facile, on dit la même chose en France. On entend souvent parler qu'en France on paye le plus d'impôts, en Belgique aussi, ça peut aller jusqu'à 55% du revenu national, Danemark aussi et dans ce genre de catégorie. Mais en fait c'est difficilement comparable. D'accord. Parce que en France tu as un impôt très important, notamment comme la CSG. Et c'est du revenu différé en fait. Selon à quoi va servir les dépenses, c'est pas comparable. Si on a un système de retraite par répartition, par exemple, une partie de l'impôt va servir à payer des retraites. Et du coup, dans un pays où la retraite est purement privée par capitalisation,
ces dépenses vont pas être prises en compte dans le taux moyen, et donc il faut comparer aussi un petit peu la qualité de la dépense. Et pour aussi un petit peu décomplexer le côté enfer fiscal, est-ce que les taux marginaux d'imposition sont trop importants en France ou en Belgique? Il faut quand même rappeler que après la Seconde Guerre mondiale, un peu partout, et notamment même aux États-Unis, le taux le plus élevé de l'imposition, notamment sur le revenu, était à 91% avant de redescendre dans les années 60 vers 70% et diminuer véritablement lors du Big Bang de Reagan. On en avait parlé un petit peu d'ailleurs, je crois, sur l'épisode sur la déréglementation, enfin sur la réglementation financière, et donc dans la période de libéralisation, il y a eu effectivement cette baisse de l'impôt. En Angleterre, qui sont pas connus pour être des gauchistes non plus, pareil, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le taux d'imposition le plus élevé était à 89% en Angleterre, et même en France, dans les années 80, on pouvait avoir un taux jusqu'à 60 ou 65%. Donc, avec les 41% au maximum, aujourd'hui en France, on s'en sort pas si mal. Ok, donc on va arrêter de se plaindre qu'on paye trop d'impôts, ce n'est pas vrai. On va faire après cette communication gouvernementale, on va faire quelques recommandations quand même, comme d'habitude. Il y a des vidéos, il y a de la lecture, il y a un peu de tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en avant en particulier? Sinon, on renverra les gens vers les liens. On a commencé ce podcast en rendant hommage aux questions qui nous avaient été posées sur le forum. Donc, je terminerai en rendant hommage à un tweetos qui nous avait signalé à l'époque une vidéo venant du journal Le Monde, qui faisait une série de vidéos dans la lignée de la campagne présidentielle de 2022, et notamment une vidéo qui paye le plus d'impôts, les riches ou les pauvres. On n'a pas trop abordé le sujet comme tu l'as dit, mais rappelons quand même une chose qui me semble essentielle, c'est que si l'impôt sur le revenu est progressif dans le sens où le taux marginal peut aller de 0 à 41%, il y a un effet un peu particulier où les ultra riches arrivent à échapper à une partie de l'impôt, et en fait cette progressivité à un moment donné chez les 1% les plus riches a tendance à diminuer, et donc cette progressivité a ses limites, et c'est intéressant de regarder un petit peu la fiscalité des ultra riches et cet évitement de l'impôt pour bien comprendre. D'accord. D'autres choses que tu veux recommander? Si le sujet des inégalités, justement, qu'on n'a pas trop abordé, vous intéresse, je vous encourage fortement à regarder du côté de la World Inequality Database, avec des ressources très intéressantes sur notamment la courbe de l'éléphant, ce genre de choses. Voilà, je vous donne des mots-clés pour vos recherches personnelles. Et puis du côté plus français, pour les questions de fiscalité, je peux vous encourager à regarder d'une part les écrits de Thomas Piketty, et notamment son livre qui a déjà une dizaine d'années, qui s'appelle Pour une révolution fiscale. Il a un petit peu vieilli ce livre, mais il est accompagné d'un site web où on peut simuler un petit peu quel serait son impôt sur le revenu idéal avec différentes tranches. Donc un petit côté ludique, ça peut valoir le coup de jeter un œil. Et côté lecture, je suis obligé de rendre hommage à Alexis Spire et son livre Résistance à l'impôt, attachement à l'État, puisque c'est le livre sur lequel je me suis le plus basé pour faire cet épisode. Prends ça, ChatGPT. Et puis 2 podcasts à recommander aussi. Ouais, alors je sais que je suis un grand amateur des émissions de Radio France, donc je vais faire une recommandation. Du côté de France Inter, le débat écho de Thomas Piketty et Dominique Seux du 6 janvier 2023, assez intéressant puisqu'il revient un petit peu sur le concept que j'ai mis en début d'émission, de fait que finalement le taux de prélèvement reste assez stable ces dernières années, et donc cette frustration par rapport aux nouvelles potentielles dépenses que le pouvoir public devrait faire à revenu constant, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Donc le débat, je l'ai trouvé assez intéressant de ce point de vue-là. Et pour aller encore plus loin et réfléchir un petit peu à la taxation des super profits ou toutes ces choses-là qu'on n'a pas abordées, un épisode de Entendez-vous l'écho sur France Culture, le bien nommé Comment repenser la fiscalité en France. Et c'est la fin de ce 10e épisode de l'Econocast. Merci Mickaël pour tes précieux éclairages sur la fiscalité. Merci à toi et merci à toutes et à tous. Et on vous rappelle bien évidemment que si vous voulez venir discuter avec nous, vous pouvez le faire sur le thread de l'épisode dans les forums de Geekzone. Vous pouvez aussi nous alpaguer sur Twitter. Enfin, un peu moins moi en ce moment puisque je suis plus trop, mais toi tu y es toujours. C'est ZeroVins avec un Z à la fin. On vous linkera bien évidemment tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast, et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Econocast. Ciao. À la prochaine. Un podcast signé Faskill. Faskill.com
Les Clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'1 heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theory crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted.